Ok. Hop. Et donc, ça sera un exposé divisé en deux parties qui va durer grosso modo 1h30. Après, on aura questions-réponses. Bonjour. Donc, première partie, quelle est la question qui s'est posée à Arles sur tout le grand site des ateliers? Donc, puisque, voilà, donc vous avez dans cette illustration, donc, voilà, c'est ça. La petite flèche. C'est les... Ah, c'est le petit bouton. OK. Donc, vous avez ici, donc, effectivement, tout le centre historique de la ville d'Arles, voilà, qui est en gros construite sur une colline qui longe le fleuve du Rhône. Vous avez ici, en fait, le démarrage des deux bras du Rhône qui... le Rhône se sépare en deux sur Arles. Et ici, vous êtes dans l'extrême nord de la Camargue, qui est un immense delta, hein, puisque la Camargue, je ne sais plus, elle fait, je crois, 50 000 hectares. Voilà. Donc, voilà, le centre historique ici, et cette partie-là, en fait, c'est vous voyez, les remparts, ils sont là. La porte qui va, donc on a la voie romaine qui va direction Rome ici, et depuis, du temps de l'Antiquité et au-delà après au Moyen-Âge. Donc, on enterre à l'extérieur de la ville le long de la voie. Donc, vous avez ici, en gros, ce qu'on représente une immense nécropole, hein, qui, en gros, s'étend d'un côté et de l'autre de la voie romaine. Voilà. Donc là, on est sur un peu plus de détails. Non, pas bon. Voilà. Donc, voilà le site des ateliers qui est ici. Et on voit très bien, par rapport à l'image précédente, qu'il va s'installer sur la nécropole. Donc, on est dans une ville qui, comme je vous disais tout à l'heure, donc construite sur une colline. La colline, je vais faire un petit retour en arrière, voilà. La colline, ici. Donc, le niveau descend vers le Rhône. Il descend vers ici. On a des collines ici qui commencent à descendre petit à petit. Et ça descend aussi ici. Et là, on est déjà dans les marécages. D'accord? Donc, ça montre que quand on a construit les ateliers, on a voulu faire tout de plain-pied. Et donc, on comprend qu'on taille dans la colline pour que ce soit de niveau. Et donc, on a... voilà. Donc, on a ici les résultats des sondages archéologiques qui montrent que, en gros... Non, voilà. En gros, quand ils ont construit tout le site des ateliers, ce niveau-là, en fait, est, on va dire, c'est le niveau 0. Tout ça a été taillé dans le rocher. On laisse la route qui file direction Marseille, Aix-en-Provence. De l'autre côté de la route, c'est aussi taillé dans le rocher. On laisse une petite colline perchée où il y a des vestiges d'un ancien couvent avec 2 chapelles et les locaux. Je vais me mettre comme ça, voilà. Les locaux. Et en fait, donc tout ça est taillé dans le rocher. Tout ça est taillé dans le rocher. Et donc, les vestiges de la nécropole, les sondages archéologiques qui ont été faits à plusieurs époques montrent qu'en gros, jusqu'ici, il n'y a plus rien. Et là, pour garder de niveau, on a remblayé. Et donc, les sondages montrent qu'on on a encore des restes importants de la nécropole. Donc voilà. Donc là, on a une illustration qui montre effectivement l'arrivée, voilà la voie ferrée qui arrive ici, et toute
la partie historique d'Arles, où on est encore ici dans un quartier qui est absolument, on appelle ça d'ailleurs les Mouleres, c'est le quartier où on a des moulins, des bergers. Donc voilà, alors on a ici un petit peu, je vais essayer, voilà. Donc historiquement, donc on a les différentes époques donc d'installation des ateliers, et on voit que en fait, voilà, comment ce qu'on appelle aujourd'hui la SNCF est arrivé ici. Donc, il y a eu l'intervention d'un député qui s'appelle Lamartine, qui a réussi à convaincre à Paris que la ligne qui arrivait de Lyon et qui allait à Marseille, à partir d'Avignon, au lieu de continuer tout droit sur Marseille, elle passe par Arles. On ne sait pas pourquoi, parce que la ligne droite plutôt d'Avignon à Marseille, c'est plutôt Aix-en-Provence. Or, Aix-en-Provence est restée une ville où il n'y a pas de réelle ligne de chemin de fer. Il y a une toute petite ligne qui part de Marseille et qui va dans les Alpes à Gap, mais c'est une ligne voie unique qui n'est même pas à double sens. Donc il y a très peu. Donc pourquoi Lamartine s'est battu? Il a obtenu ça, et on s'aperçoit que ce qui avait un peu la représentation de l'activité économique d'Arles, c'était les échanges de marchandises par le Rhône. Donc, et dès qu'on a l'arrivée du chemin de fer, l'économie de la navigation de marchandises maritimes, elle est vraiment tombée d'un seul coup. Donc, on voit très bien qu'on a une évolution de ce site-là. Alors, il y a à plusieurs époques, puisque en 1852, donc effectivement, la liaison se fait entre la compagnie d'Avignon à Marseille et la compagnie de Lyon-Avignon. Il y avait deux compagnies qui faisaient Lyon-Avignon et Avignon-Marseille. Donc ça s'est regroupé, ça s'est appelé donc 1852 Lyon-Méditerranée. 1857, la partie qui fait Paris-Lyon se regroupe avec Lyon-Méditerranée. Ça s'appelait Paris-Lyon-Méditerranée, et on arrive donc à tous ces regroupements-là. Donc, je vais vous retrouver ça. Voilà. La SNCF, donc vous voyez, ça évolue petit à petit, et la SNCF a été créée donc en 1937. Donc, ces regroupements-là. Mais donc, on a eu Paris-Lyon-Méditerranée, donc qui a géré tout ça, en gros, de 1857 à 1984. Alors, on voit ici que, au fur et à mesure que ça prend de l'ampleur, donc on a toute une série d'occupations. Donc, on voit très bien ici que on augmente les systèmes de rotondes autour des machines pour pouvoir les faire venir, les réparer. Donc, on a toute une série d'activités. Donc, voilà. Donc, et on arrive à, donc, en gros, ce qu'on a eu pour gérer ce site. Donc, en gros, c'est ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on appelle l'atelier des roues ici. Donc, la chaudronnerie, la mécanique générale, les forges, donc les magasins, les bureaux, tout ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc on retrouve que donc à partir d'ici, ici, on est sur des vestiges archéologiques encore, donc la nécropole, et ici, plus rien. Voilà. Alors, ce plan-là montre une approche globale de la problématique patrimoine, donc dans laquelle
Donc le site, donc le site est ici, le site des ateliers est ici. Donc on a deux parties dans le site des ateliers. Il y a la partie est qui est ici, la voie ferrée elle est là, la partie est et la partie ouest. Et ici, ce qui reste de la nécropole, donc le site des Aliscamps, qui est inscrit au patrimoine mondial. Et on est sur une vraie problématique là, d'interface entre un projet économique, donc culturel, privé, et la problématique de gestion du patrimoine. Donc, le site des Aliscamps est inscrit au patrimoine mondial. Donc, et tout ce qu'on a en foncé est inscrit au patrimoine mondial. Et on est sur un périmètre, effectivement, avec toute une série d'outils de protection, avec le secteur sauvegardé qui est en rouge ici, et qui est un outil juridique donc, qui protège bien ce territoire-là. Et la partie jaune, à la demande de l'UNESCO, c'est ce qu'on appelle la zone tampon, qui est l'intermédiaire entre ce qui est protégé au titre du site patrimoine mondial et ce qui est plus commun, donc au-delà de la zone tampon. Donc on voit bien que le site des ateliers, avec le site des minimes, hein, on a ici un élément qui est important, qui longe en fait ici, c'est le canal de Craponne, qui est un canal fait par un personnage qui s'appelle Adam de Craponne au XVIe siècle, qui en fait amène l'eau de la Durance, hein, donc c'est une traversée qui est énorme, et sert pour les agriculteurs. C'est un système d'arrosage et que chacun bénéficie de cet arrosage-là, donc paye en gros une taxe. Donc le canal longe effectivement donc ici donc le site des Aliscamps ici et on le retrouve ici. Voilà. Alors ça, je vous l'ai dit. Voilà. Alors on a ici toujours les différentes périodes de construction. Donc on voit qu'au fur et à mesure donc ça évolué. Donc là, c'est un plan par donc l'armée américaine qui montre qu'on a une vision aérienne de ce qui est important sur le plan dans la ville. Voilà. Et là, on a une vue qui montre en gros l'état du site des ateliers au moment où ça a fermé. Hein, parce que, en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce site-là devient complètement problématique et ne sert plus à rien? On est ici sur un site qui travaille essentiellement sur les locomotives à vapeur. Donc, l'électricité commence à remplacer donc la vapeur et il y a toute une série d'équipements qui sont déplacés sur d'autres sites en France. Avignon, il y a plusieurs sites dans plusieurs régions différentes. Et petit à petit, ça devient complètement en retard, hein, historique, mais ça n'a plus du tout d'intérêt. Et donc, ça devient un peu de plus en plus abandonné. Et donc, on commence à faire justement des destructions sur des systèmes de justement l'ajustage, des choses comme ça dans les années 50, et on décide complètement de le fermer en 1984. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la fermeture de ça? C'est que le propriétaire de ce site-là, la SNCF, voulait quand même en profiter. Donc, elle l'a loué à un certain nombre de structures de stockage et il s'est passé quand même un certain nombre de problèmes puisque notamment ce bâtiment-là des mécaniques générales, il y a quasiment la moitié qui a brûlé, qui a disparu, et le bâtiment des forges qui est là,
il a aussi brûlé, qui est un des premiers bâtiments du site. Il a brûlé. Là, les murs sont encore debout, mais sur toute cette partie-là, il n'y a plus de toiture. Et donc, il était dans la manière d'appréhender ça. Donc, je pense que... Voilà. Peut-être demander de l'aide à Émilie, parce qu'en principe, ça devrait Les miracles de la technique. Sauter à partir de ce moment-là. Elle m'a dit, tu vas à la dernière dia, et puis c'est bon. Attendez. Escape. Voilà. Hop. Alors, ceci. Donc, c'est ça. Donc, en principe, voilà. Et hop. Non. Hop. Et voilà. Bravo. Super, bravo. Ça marche. Voilà. Donc, je reprends la main un peu. Donc, on arrive sur ce décor qui est un décor industriel. Il paraît qu'il y avait 1800 personnes qui travaillaient sur ce site dans ces jours de pleine gloire, parce que c'était un lieu qui était fermé, en fait, qui était entouré par un mur. Les gens rentraient par cette porte pour aller au boulot. Donc, c'était très compliqué à un moment donné, quand on a repris ce site pour en créer un lieu pour la culture. Les lieux culturels sont notoires de ne pas être des lieux énormément de boulot. Ce n'est pas des grands créateurs d'emplois, la culture. La culture crée le décor et après, les visiteurs arrivent pour visiter. Mais l'activité n'est pas pérenne. C'est comme une cathédrale. Ça a pris 300 ans à construire. Tous les corps de métier ont travaillé ensemble pour le construire, donc plein d'emplois. Et une fois que c'est construit, il y a 5 personnes qui le gèrent. Donc, c'était aussi un grand souci pour nous, quand on a pris ce site, comment engager une ville qui est une des villes les plus pauvres en France et comment mettre en marche aussi un parti productif. Donc, évidemment, on a repris un site industriel et on en a fait un parc. C'était très important parce que dans le XXe siècle, l'architecture est emblématique. Évidemment, nous, on a travaillé avec Frank Gehry qui a créé le miracle de Bilbao. Le miracle de Bilbao est un miracle aussi financier que architectural. Le bâtiment à Bilbao a coûté 100 millions d'euros. La ville de Bilbao a mis 3 milliards pour en faire le miracle. C'est-à-dire, un miracle, ça se construit avec des aéroports, avec des ponts, etc. Arles, évidemment, ce n'était pas possible. C'est une ville très pauvre. Donc, Meier Hoffmann, qui est un mécène privé, qui a été élevé à Arles, son père, Luc Hoffmann, c'est celui qui a créé, qui était un des cofondateurs du WWF, qui protège la nature. Et elle a grandi en Camargue, dans une station qui s'appelle le Tour du Valat, qui observe la nature et qui protège des zones humides. Les zones humides, c'est des zones que tout le monde veut détruire. Mais maintenant, aujourd'hui, on comprend que la biodiversité, elle vit en fait dans ces zones. Et puis, c'est l'importance de la nature et de la culture pour elle devait être visible sur le site. Donc, la moitié du site est bâti et l'autre moitié, c'est un jardin public qu'on a coproduit avec la ville d'Arles, qui est ouvert à tous les publics. En fait, les horaires parc normal. Le lac que vous voyez est alimenté par le Craponne, qui est un canal qui vient de la Durance. Donc, nous faisons partie des arrosants de la Crau. Donc, ça nous connecte en quelque sorte avec une zone qui est agricole et qui est la base de notre recherche après, avec tout ce qu'on allait produire. On a quatre façons de voir, excusez mon franglais. On a l'art, l'environnement, ce qu'on appelle la justice sociale, pour ce que ça veut dire aujourd'hui, et l'éducation. Donc, c'est à travers ces prismes qu'on a créé la programmation et aussi qu'on a créé la programmation architecturale du lieu. Évidemment, bibliothèque, workshop, on a 4 restaurants,
avec des prix différents. On a une pizzeria, on a un lieu pour faire des sandwichs, on a un bon restaurant, et puis on a un réfectoire. Donc c'est un lieu aussi de vie sociale. À partir de là, nous sommes quand même dans un raisonnement d'une région. Cette région, en fait, est aussi grande que la région de San Francisco. À une époque, on regardait ce sud de la France un peu comme on regardait le Silicon Valley, en ce qu'on devait faire dans ce lieu. Nous, on était aussi très pris par ces idées à une époque. Et évidemment, il y a une stratégie territoriale et économique qui nous entoure. Il y a environ 1 million de personnes qui peuvent venir chez nous régulièrement, mais qui ne viennent pas. En fait, c'est pour des raisons. Évidemment, quand on fait un calcul encore mathématique, 1% de la population sur la Terre s'intéresse par l'art. Et 1% du 1% se déplace pour voir des manifestations artistiques. Donc c'est proportionnel, c'est vérifié. Et quand on a une ville qui a environ 50 000 habitants, mais on fait le mathématique. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Mais nous, on ne s'est pas fié à ça, on regardait un territoire. Ce territoire, évidemment, en 3 parties. Et c'est ça qui nous a inspirés après pour créer ce lieu de production qu'on appelait Atelier Luma, qui est un lieu de production de matériaux, de processus et de visualisation de ce qui pourrait être le bâtiment du XXIe siècle, sur un site qui a été créé par des gens comme moi, qui sont des personnes du XXe siècle. Évidemment, Arles, c'est un héritage culturel, et nous, on cherchait l'innovation culturelle. C'est l'héritage industriel, et nous, on cherchait un peu l'innovation industrielle. Et c'est un héritage naturel, et nous, on cherchait l'innovation dans la nature. Donc ça, c'était les bases de ce projet. Je avance un peu. On a aussi la chance, parce qu'on travaille avec des artistes. Le corps du métier de Luma, c'est quand même son programme culturel. Donc, on invite parfois des artistes pour revoir ce qu'on est et ce qu'on peut faire, ce qui est Arles. Ça, c'est des dessins un peu hypothétiques qui créent un territoire, pas une biorégion, mais un territoire mental de là où Arles se situe. Et ça, c'est un projet de 2 artistes qui ont regardé Arles comme un lieu de delta, et les delta comme la Louisiane, et eux, ils voyaient ça comme une ville terminale, la fin. Et donc, ils nous situent entre New York, Paris, etc., avec tout un travail qui était fait en sachant que Nostradamus a été juste à côté, que Geddes a été juste à côté. Donc, ils ont cartographié d'une façon un peu métacartographié la région. Et la cartographie, pour nous, c'est très important, parce que c'est là où on se situe. On imagine que l'architecture est quelque chose qui est né d'un sol. C'est très rare qu'on va bouger les matériaux à distance. Et pour nous, on voulait savoir où on est et comment on va construire cette nouvelle façon de voir le XXIe siècle au niveau du bâtiment. Donc, évidemment, Arles est situé dans une zone inondable. Dans 50 ans, la plage montera très haut. Donc, on a fait toute une étude avec 4 universitaires sur ce que ça veut dire bâtir en zone inondable. Évidemment, Arles, c'est aussi les villages. Un jour, on a demandé à tous les maires des villages qui entourent Arles de nous envoyer une photo emblématique de leur village. Et puis, on en a publié des cartes postales pour que tout le monde voit comment chacun voit où il est et qu'est-ce qui est important pour eux. Évidemment, ville d'héritage, mais aussi pas seulement héritage, patrimoine bâti, mais patrimoine naturel, avec cette boucle d'arbres qui entoure le parc des Ateliers et qui est lié à la ville. Et Franck Gehry, comment il arrive dans l'histoire. Franck Gehry, architecte important du XXe siècle, il a maintenant 95 ans. Il rencontre Maya Hoffman, notre fondatrice, quand il fait un film. C'est Sidney Pollack qui a fait un film sur lui.
et ils se rencontrent côté cinéma. Après, ils commencent toute une histoire avec un master plan qui commence en 2008 et qui termine en 2011 avec un échec de permis. Cet échec de permis nous a ramené à 3 ans d'études supplémentaires pour arriver à un permis en 2015. Frank Gehry, très inspiré par cette idée, et nous aussi, c'est que every building is a prediction and every prediction is wrong. Chaque bâtiment est une prédiction. En fait, c'est toujours du design fiction, l'architecture à la base, et chaque prédiction est fausse. Donc, c'est comme ça qu'on commence tous les projets. On a regardé qu'est-ce que cette tour devait représenter avec toutes les choses que tout le monde imaginait. À l'époque, on a fait énormément de workshops, de travail, de recherche sur ce qui manquait au niveau des lieux culturels. On a pensé aussi à cette hélix, parce que l'hélix qui est représentée aussi architecturalement dans le bâtiment lui-même, c'est un peu un hélix. Après, on a à l'intérieur l'escalier qui est un double hélix et que ça représente cet ADN qu'on imagine est important aujourd'hui. Et Frank, il était très influencé par cette idée de la lumière. Donc, il voulait que ce bâtiment ressemble à une aquarelle. C'est compliqué à imaginer un bâtiment en acier, en fait, ressembler à une aquarelle, mais je vous jure, au coucher de soleil, c'est vrai. Des centaines de maquettes, des centaines de propositions de toutes sortes pour arriver à ça. Après l'échec du permis, on a continué à chercher, influencé aussi par le décor. Il pose un décor naturel aussi par rapport à la montagne, et puis aussi par rapport à Van Gogh, la lumière de la ville. Et évidemment, en carte postale, on imaginait qu'un jour, peut-être, les arènes seront remplacées par un nouveau type d'arène, parce que, évidemment, l'architecture du XXe siècle est emblématique et met un décor en place pour quelque chose qui va se passer. Mais ce n'était pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'était la production, le travail. Et donc, quand on a commencé à regarder le site, on a ouvert chaque année. On n'a jamais fermé le site. C'était très important parce que tous les étés, les rencontres photographiques ont lieu sur ce site. Donc, si nous, on aura fermé toutes les années que ça a pris pour la construction, on aura fermé la ville en entier. Donc, chaque année, on ouvrait un bâtiment et chaque été, on arrêtait les travaux pendant 3 mois pour faire les rencontres d'Arles, pour participer pleinement à cette activité, et on refermait, on continuait la construction. Ça veut dire qu'on a commencé le projet en 2008 et on l'a livré en 2021. Donc, vous imaginez aussi le portage des coûts pour une période comme ça. Et ça a toujours été vu un peu comme un archipel, c'est-à-dire chaque bâtiment avec une fonctionnalité. Et on a gardé les noms d'origine, le réfectoire, les forges, la formation, le magasin électrique, et puis la mécanique générale et la grande halle qui a été rénovée en 2007, mais pas par nous. Mais cet archipel est représenté aussi par notre programmation, les performances, la bibliothèque est en feu, Off-Print qui est un salon sur le livre. Et puis, quand on a commencé, on a dit c'est quoi, comment on va s'engager au niveau de la production. Et donc, on a regardé des projets qui venaient, des gens qui venaient nous voir, et on a dit la première chose, c'est l'invention et pas l'innovation. L'éducation et culture, c'est-à-dire que chaque projet qui vient chez nous doit avoir un aspect éducatif et de partage. L'hospitalité, qui est une notion très, très importante, parce que quand je recule, l'autre peut s'avancer. C'est un principe. Après, tout ce qui est ressources locales. Donc, comment on définit le local? Le local est très important parce qu'on peut dire les zones humides, c'est un local. On peut dire la Camargue, c'est un local. On peut dire les montagnes, c'est un local. Mais on peut dire aussi que la ressource humaine, aussi, c'est des éléments de proximité. L'environnement,
L'approche collective, ça veut dire qu'on travaille ensemble. Et évidemment, la viabilité commerciale. Si un jeune designer vient chez nous, il faut imaginer que son projet un jour doit devenir viable, parce qu'autrement, il part. Et l'excellence. Donc, l'idée, c'était d'imaginer un atelier de design, de production, design d'idées, de projets, qui devient au début une façon de voir un territoire avec un think tank, après de produire des choses, après de créer une bibliothèque archive de tout ce qu'on a produit, et à la fin de créer un incubateur de start-up qui allait accompagner ces projets. Au début, on a fait un mapping de territoire, mais on a aussi regardé tout ce qu'on peut voir comme temps-machine, parce qu'autour d'Arles, même si ça a été désindustrialisé, il y avait quand même encore des usines qui avaient du temps et des machines qu'on pouvait utiliser pour faire ce qu'on allait fabriquer. Et on a regardé aussi la façon de monter cet atelier, que ça ne sera pas seulement un atelier de travail, mais aussi où on peut accueillir le public et on peut partager certaines idées et certains équipements. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fabriquer les différents lieux et les différentes façons de travailler au niveau du coût. On a fait un mapping aussi de tout le territoire au niveau des ressources. Le sel, le roseau, les algues, les tournesols, etc. Et on a commencé avec l'idée de ce qu'on aura besoin dans le bâtiment. Des chaises, des tables, du mobilier de toutes sortes, de la décoration d'intérieur. En fait, toutes ces choses-là, on a dit peut-être on peut tout fabriquer nous-mêmes avec des produits locaux et avec du main-d'œuvre locale. Bon, c'était une idée. Donc, on a commencé à imaginer qu'est-ce qu'on avait besoin pour chaque élément et puis comment on allait travailler même sur la nourriture. Et ceci a été créé. L'atelier Luma commence en 2017 et devient vite... on voit vite qu'il y a de la recherche qui se fait. On a eu une très, très bonne montée en jeu avec l'école de design d'Eindhoven qui nous a accompagnés dès le départ. Donc, 30 étudiants arrivent sur Arles. Ils commencent à regarder et mapper tout ce qui est potentiellement des matériaux de travail. Et puis, en 2017, Franck Gehry, il arrive et dit « Je veux ça et ça et ça dans le bâtiment ». Mais nous, on avait juste commencé la recherche. Donc, on commence avec un atelier de design fiction, dans le sens, j'imagine le monde comme ça, et ça peut être représenté comme ça par un objet. Et tout d'un coup, on nous dit, mais vous devez produire ça à l'échelle pour un bâtiment public. Donc, on arrive de quelque chose de très beau et culturel à une machine de guerre. Et cette machine de guerre, il faut pas seulement qu'on travaille on ne peut pas commander ces matériaux, on doit travailler avec les agriculteurs, on doit travailler avec la municipalité pour les permis, pour faire ces nouveaux matériaux et puis les mettre en bâtiment avec les bureaux d'études. Donc on tourne vers l'école de chimie de Toulouse, l'NCA 7, pour commencer à regarder comment avoir des ATEX pour des murs faits en sel. On commence à imaginer qu'est-ce que ça peut donner comme décor. Dans le nouveau bâtiment qu'on vient d'inaugurer au mois de mai, on utilise aussi ces matériaux à l'échelle, par exemple la paille de riz pour l'isolation, qu'on travaille avec des équipes d'insertion, en travaillant aussi en formation avec le CFA, avec des ouvriers spécialisés dans les environs. On commence à voir naître ces matériaux, par exemple, ici... En haut, on voit la paille de riz avec la chaux. Après, on a toutes sortes de façons de travailler la paille, aussi également la balle de riz. On voit un terrazzo qui a été fait avec le toit du bâtiment, utilisant quelque chose qu'on appelle la poussière des alpistes, c'est-à-dire c'est ce qui reste quand on sort d'une carrière, les pierres. Il y a environ 7 tonnes de poussière qui restent, et c'est avec ça qu'on travaille, et on fait des mélanges. On a travaillé le pisé, la terre battue, le zéro gravin,
le mycélium, qui est le champignon. Et ça, ces carrelages que vous voyez, c'est un mélange entre les algues. Les algues sont des biopolymères à la base, et puis avec du PLA qui est à la base de l'amidon. Donc beaucoup de choses qu'on fait mélangent l'amidon et différents autres produits. Aujourd'hui, le lieu qu'on a inauguré pour accueillir ce type de pensée est entièrement un lieu dédié à un territoire et une biorégion. On a obtenu un label BDM qui est Bâtiment durable de la Méditerranée, parce que chaque région a quand même un standard et on croit que c'est un bâtiment au niveau de la façon que le refroidit, etc., basé sur ça. Mais on a aussi travaillé avec des collectivités. Arles a 3 QPV, quartiers prioritaires de la ville. Donc, on a commencé à imaginer comment l'insertion allait faire partie de ça. On l'a fait avec une cuisine collaborative à Griffeuil, qui est un de ces lieux. On a créé un garage au début, qui était très drôle, parce que tout le monde adore les voitures. Donc, c'était Pimp My Ride, mes côtés Camarguais. Ça, c'est les murs de sel. En fait, on est entouré de salins. Et puis, on a créé, bon là, on a un brevet, comment faire pousser du sel sur du métal. Ça, on l'a fait avec une boîte locale qui s'appelle Acoros. Et donc, on a 800 carrés de sel qui donnent ce mur à l'intérieur du bâtiment. Et le sel aussi nettoie, en fait, c'est Healthy Buildings. Ça, c'est un peu comment on présente les expos dans le lieu. On a fait une grande expo dédiée à Jean Prouvé qui nous a beaucoup inspiré parce que ces bâtiments, pour les temps difficiles, les bâtiments qui peuvent être movibles, qui peuvent bouger, étaient très inspirants pour nous et ça nous a mis aussi dans l'idée que peut-être ce qu'on fait chez nous à Arles, la façon qu'on a regardé le territoire, on peut aussi regarder d'autres territoires de la même manière et imaginer d'autres biorégions. Ça, c'était un peu cette expo. Évidemment, des grands expos d'art. On a l'archive de Annie Leibovitz, qui est une photographe américaine, donc avec toujours des présentations assez inédites. Et évidemment, le Helix, qu'on voit très mal parce que le slide est mauvaise. Mais, bon, ça, c'est nos bureaux. Mais tout, plus ou moins, été touché par l'atelier. Les tables de bureaux sont faites en biolaminé. Ça veut dire on lamine des matières, des déchets agricoles avec de l'amidon et on le monte sur du bois. Sur les murs, vous voyez très mal du réfectoire, c'est des écailles de moules qui ont été broyées et montées avec de l'amidon en biolaminé. Donc on est allé très très loin, hein. Mais évidemment l'investissement était énorme. L'investissement de Meier Hoffman dans ce projet était énorme. Aujourd'hui qu'on a livré tout ça, on est en train de voir comment rendre cette entreprise viable. Ça aussi, c'est un de nos restaurants qui est fait par un artiste. Évidemment, l'art donne l'autre côté parce qu'on a du mal à visualiser l'avenir en ce moment. Martin Luther King disait « I have a dream ». Et il ne disait pas « I have a plan ». Et puis, on est forcé aujourd'hui, avec les changements climatiques, d'avoir un plan. Donc l'art nous donne parfois juste un moment, un petit moment, où le rêve peut nous amener plus loin. Et ça a toujours été un peu le but de l'UMA, de donner un peu ce parti de rêve avec un plan qui peut arriver à faire quelque chose. Merci. Donc on va repasser la parole maintenant à Bouzy, qui va parler de la problématique des interfaces publiques-privées, contraintes et représentation. Alors, si maintenant... voilà. Et voilà. Parfait. C'est là que tu dois être. Voilà, La suivante. Comme ça. Donc, oui, tu le mets en plein écran. Alors, je mets en plein écran. Affichage.
plein écran. Parfait. Voilà. Qu'est-ce que On a perdu le plein écran. je suis pas bon là. Putain. Non, moi non plus, ça va aller. Hop. Voilà, c'est parfait. Oui, j'ai Attends, tapé au c'est- mauvais endroit. C'est là. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Alors, la question public-privé est l'interface avec un projet privé à dimension culturelle énorme, avec des moyens financiers énormes, sur un site qui a été cédé donc par la SNCF, moyennant finance bien sûr, à des structures publiques, puisque Maria tout à l'heure expliquait que la Grande Halle, c'est un premier projet qui avait été fait par la région avec un concours d'architecture donné à l'agence Moitié-Rivière. Moitié-Rivière a travaillé sur la Tour Eiffel, sur la Tour Eiffel, sur plusieurs, le siège de la maison de Jean-Paul Gaultier, donc petits exemples. Donc c'est eux qui ont gagné le concours et qui ont fait la Grande Halle avant l'opération en question. Donc nous, ce qu'on avait fait quand il y avait l'idée qu'il y avait un grand projet sur le site, on avait fait un document donc, qui était un petit peu un outil de référence par rapport à tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure, l'historique de notamment la nécropole qui avait évolué sur l'ensemble de cet espace-là. L'idée qu'on a pris une paysagiste qui avait travaillé avec nous sur le secteur sauvegardé pour lui dire quelles sont les perspectives urbaines importantes à préserver, à sauvegarder. Ça vous donne une image là où on voit effectivement la manière dont on voit Arles aujourd'hui sur l'image du haut et sur un des dessins de Van Gogh où on voit très bien le site des ateliers derrière avec la ville historique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et là, on voit très bien qu'on est dans le site des Aliscamps, un site, petit bout de préservation de la nécropole, où on voit tous les sarcophages et préservation de la nécropole face au site industriel. Là, on est de mémoire aux alentours des années 30, où on veut s'isoler du site industriel qui est derrière. Hein, le tableau de Van Gogh l'illustre bien, la grande cheminée derrière du site des ateliers. Et on fait 2 grands alignements d'arbres pour oublier ce qui est derrière. Donc, la manière dont la ville avait imaginé le projet des ateliers bien avant l'arrivée de Meier Hoffmann, c'est on avait fait un concours qui avait été gagné par Alexandre Chemetov, que tout le monde connaît, et qui était sur ce projet-là, où on voit donc le site des ateliers où, effectivement, la voie ferrée, elle est là. Donc, la partie est des ateliers et la partie ouest. Bon, avec la route qui est ici, et l'autre morceau au nord, et le site des Moulerès qui est perché ici. Donc, quand je dis le site de Moulerès perché ici, c'est intéressant de voir que le propriétaire c'était devenu une habitation, bien sûr, c'est un ancien couvent. La voie, elle est là, et à un moment donné, on construit une voie ici qui va à Port-Saint-Louis, et il était question de virer ça. Je ne sais pas comment il a réussi à se battre contre PLM à l'époque, hein, pour les obliger à construire un pont en pierre qui permet d'aller chez lui sans démolir son îlot. Pour moi, c'est un combat, il devait avoir un poids politique énorme parce que c'est incompréhensible face à cette déroulée de la voie ferrée à l'époque. Donc, on a ici donc, le projet que Alexandre Chemetov a fait. Donc, on était bien sur toute une série d'affectations. On voit immeubles d'habitation, maisons, résidences d'étudiants. Donc, en gros, ici, ça a été à peu près mis en œuvre. Ce bâtiment-là,
il a été réaménagé pour installer toute une série d'activités. Il y a des médecins, il y a des architectes. Donc ici, on a une structure collectivité locale, hein, donc le regroupement des communes de l'arrondissement d'Arles. Ici, il y a un morceau qui a été récupéré, cette partie-là, par le musée Orlatin. C'est un centre de conservation et de restauration. Donc ici, il y a eu un bâtiment neuf, un IUT sur l'informatique. Ici, on est sur l'ancienne résidence du directeur des ateliers qui a été cédée à un investisseur immobilier pour y faire des petits logements en résidence d'étudiants. Voilà. Ici, il y a eu un projet sur une structure pour la formation sur le dessin animé, donc, qui est une formation, une structure privée. Et voilà, donc en gros, toute cette partie-là, elle avait été achetée par la ville parce que le prix de vente n'était pas énorme, elle avait les moyens de l'acheter. Ensuite, la région avait acheté cette partie-là et le concours fait avec donc que Moitié-Rivière avait gagné. Mais si je vous donne ces éléments-là, c'est que assez rapidement, le projet de Chemetov est tombé à l'eau parce que la ville n'avait pas les moyens d'acheter tout ça et de lancer une opération sur tous ces équipements-là. Et c'est un petit peu ce qui a sauvé la mise, que la partie est a été réalisée, et là, ce n'était plus faisable. La région, qui a beaucoup plus de moyens, a fait cette opération-là, et c'est là où, effectivement, les choses... Voilà, donc là, on voit les deux vues avant, et on voit très bien, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce bâtiment-là, il n'en restait plus que la moitié. Celui-ci, il n'y avait plus beaucoup de toiture. Donc voilà l'état du site. Voilà. Et voilà ce que Chemetov avait proposé, mais qui a été seulement en partie réalisé. Voilà. Donc là, on est sur la question des perspectives urbaines. C'est intéressant parce que c'est un petit peu ça qui a été le gros problème sur le premier permis. Voilà. Puisque vous voyez que l'avenue Victor Hugo, elle est là. Le site des Aliscans, il était là. Le clocher de Saint-Honorat des Aliscans, il était là. Et on dit, là, il y a une vue qui est importante à préserver. Alors, je vais... voilà. Alors, le premier projet, donc vous voyez que la Grande Halle est là, mécanique générale ici. Le premier projet de Franck Guéry, il était là, voilà, exactement en face des mécaniques générales. Et il y a ici un travail de recomposition de cette façade qui a été complètement reconstruite vite fait parce que le bâtiment avait brûlé de moitié. Il y avait une grande, magnifique place ici et un projet de jardin qui descend sur la tour qui est ici. Et là, c'est intéressant. Comme ici, il cachait la vue du clocher de Saint-Honorat, c'est les gens qui travaillent, les architectes qui travaillent sur la perspective, ils savent qu'ici, ils ne gênent pas, ici, ils gênent, et ici, ils ne gênent plus. Donc, quand on fait la balade sur l'avenue Victor Hugo ici, à un moment donné, oui, il est entre nous et le petit clocher de Saint-Honorat des Aliscans. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du dessin de Van Gogh avec les alignements d'arbres. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est que pour, en gros, éviter qu'à un moment donné, il cache la vue de ça, on l'a poussé, donc, les services patrimoine de l'État, l'architecte des bâtiments de France, les monuments historiques, tout ça, on le pousse ici contre la Grande Halle. Et vous vous rappelez tout à l'heure, je vous expliquais que jusque-là, ici, il n'y a rien sur le plan archéologique. À partir de là, on est sur du Rabelais, donc on est sur la nécropole. D'accord ? Donc, on voit très bien que, parce que
entre guillemets, cache la vue par moment du clocher de Saint-Honorat des Aliscamps, on le pousse ici sur les vestiges archéologiques. Voilà. Donc là, on voit très bien que donc voilà, par rapport à la, donc on est ici sur l'avenue, on a ce magnifique jardin donc, que Basmet avait fait sur le jardin descendre en cascade. Et ce qui est intéressant, c'est que on est sur le boulevard, on descend un jardin pour revenir sur ce site. Et quand on redescend le boulevard ici, à un moment donné plus bas, on a un autre jardin public qui monte et on a le théâtre antique au-dessus. Donc c'est intéressant de voir que dans la réflexion globale que Basmet avait fait sur toute la partie paysagère urbaine, on était rien que sur ce boulevard-là, justement, un site industriel avec un jardin et l'aménagement du site plutôt en contrebas, et on descend sur le boulevard paysager jusqu'au musée de l'art antique, hein, avec le cirque romain, tout ça. Et à un moment donné, on a le jardin de 1930 avec le théâtre antique derrière. Donc on voit très bien que la question de pousser la tour contre la grande halle pour dégager la vue va poser un énorme problème qui est celui de la présence du bâtiment sur les vestiges archéologiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu énormément de débats avec les inspecteurs généraux des monuments historiques, tout ça. Moi j'ai assisté à une des dernières réunions importantes au ministère de la Culture, dans les locaux de l'inspection générale des monuments historiques, avec, en visio, avec Franck Guéry qui était donc dans son cabinet donc aux États-Unis, et la discussion ne portait pas du tout sur le lieu où le bâtiment était posé, puisqu'il y avait un appel d'offres qui avait été fait, et pour ceux qui connaissent, l'Institut national de recherche archéologique préventive en France, l'INRAP, avait gagné l'appel d'offres, dirigé par un ancien conservateur de l'archéologie, Jean-Paul Jacob, et l'opération de fouille archéologique était validée par tout le monde. Ça allait coûter 3 millions plus 2 millions parce que le sol est pollué, donc il y avait pour 5 millions d'euros à la charge du client investisseur qui finançait la construction de ce bâtiment. Donc tout était calé. Donc la Fondation Louma devait payer 5 millions d'euros de fouilles archéologiques pour dégager les morceaux de la nécropole sur le bâtiment avant de construire le bâtiment. Donc tout était calé, tout était OK. On le pousse dans les vestiges pour dégager, et l'opération, donc le permis est déposé, et à cause du fait qu'il touche aux vestiges archéologiques. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le dessin de Van Gogh, c'est intéressant, puisque donc, ce fameux alignement d'arbres fait pour isoler le site des Aliscamps du site industriel que les gens ne supportaient pas à l'époque. Il y a eu 2 visites avec le ministre de la Culture, donc Frédéric Mitterrand, je me rappelle, 2 fois le dimanche matin quand même, 2 visites, et on avait demandé à la Fondation Louma d'installer une grue là, ici, qui était de la hauteur de ce bâtiment-là, pour voir quelle était l'emprise de ce bâtiment par rapport au site des Aliscamps derrière. Donc 2 fois on est venu, on a vu que l'alignement d'arbres, puisqu'on était juste derrière l'alignement d'arbres, cachait la vue du bâtiment. C'est-à-dire, quand on est dans le site des Aliscamps, la tour était invisible, malgré sa hauteur. On était à 54 mètres de hauteur. Comme la cheminée faisait aussi 50 et quelques voilà. mètres, c'était la même hauteur. Voilà, donc c'était effectivement un petit rappel de la cheminée. Donc la grue, elle faisait 54 mètres de mémoire par rapport à la hauteur du bâtiment. Et tout le monde était OK en disant, c'est bon, on peut y aller. Donc, le permis est déposé et il est refusé à cause du fait qu'il touche aux vestiges. Non,
on ne détruit pas donc les vestiges archéologiques. Alors, il faut savoir quand même que à l'époque, c'était le plan d'occupation des sols qui est devenu le plan local d'urbanisme. En France, le POS a basculé en PLU à cette époque-là. Mais le POS exigeait que tous les bâtiments construits ne dépassaient pas 15 mètres de hauteur. Et le seul endroit où il y a eu une volonté par rapport au projet voulu par Meier Hoffman, donc le seul endroit où on avait le droit de construire plus que 15 mètres, c'était ici. Là, le POS avait été modifié pour ça. Donc, le permis a été refusé à cause de l'emprise sur les vestiges. Et je vais volontairement revenir en arrière, voilà. Et on voit très bien que, donc, voilà, au lieu, alors, après, comme le permis est refusé, quelle était la question? Énorme réunion avec tout le ministère de la Culture, et les débats ont tourné dans tous les sens. Au lieu de dire non, on le remet simplement là où il l'a prévu et il ne touchera pas aux vestiges. Oui, quand on est là, un coup on voit le clocher derrière, un coup il cache le clocher, puis un coup on voit le clocher derrière. C'est pas très gênant. On décide quand même de dire vous n'avez plus le choix, vous le faites, vous vous éloignez des Aliscamps et vous le faites ici. Sauf que ici, l'avenue ici, elle est 10 mètres plus haut que ce trou-là. Donc ça veut dire que le bâtiment, on l'installe ici, donc il occupe, elle vous a montré tout à l'heure les images, hein, donc on a une grande structure en verre qui fait 17 mètres de haut, plus la tour qui fait 50 et quelques mètres de haut, mais elle est 10 mètres plus haut que là où elle était installée en bas. Donc ça va poser un énorme problème, puisque donc, tout ça marche arrière dans tous les sens, erreur absolue. Là, on ne voit plus du tout, la tour étant ici, de là à là, on ne voit plus du tout le clocher, pour lequel le permis a été, le bâtiment a été poussé contre la grande halle et refusé, hein, pour vous montrer un peu les dysfonctionnements extraordinaires. Donc voilà, je vois si, voilà. Donc là, on est bien sur la question patrimoine mondial, hein, ici, voilà. Donc, le clocher est ici, le bâtiment, il avait été poussé ici pour dégager, et là, on l'installe ici, donc on ne voit plus du tout le clocher. On modifie le poste pour permettre la hauteur ici, mais la même hauteur, 10 mètres plus haut. Un nouveau projet, parce que Franck Guéry, il a retravaillé sur une autre question, et il a eu parfaitement raison, parce que moi j'ai discuté avec lui quand ce bâtiment-là, ce permis a été validé. Lui, il était dans l'idée de dire, quand je regarde ici, mon bâtiment, il est en dialogue avec les monuments de la ville. C'est pour ça que toute la structure en pseudo-pierre, elle est côté sud. Et quand je suis ici, je tourne le dos à la ville, je crée un équipement contemporain qui est vraiment la création qui tourne le dos à la ville. Donc, son idée, elle est vraiment intéressante, hein, puisqu'il a baladé dans les carrières qui sont tout autour d'Arles, et on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est absolument dramatique, puisque à cause du dysfonctionnement, on parle quand même des services du patrimoine, la conservation régionale de l'archéologie, la conservation des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France, l'inspection générale des monuments historiques, c'est toute la direction du patrimoine du ministère de la Culture français de Paris à la région. Donc, le dysfonctionnement de ça fait aujourd'hui qu'on est dans une situation, pour le moment, un peu ingérable, puisque une des exigences de l'UNESCO pour tous les sites inscrits au patrimoine mondial depuis 2008, c'est que les nouveaux sites donc, doivent faire dans la demande d'inscription, il y a obligatoirement un plan de gestion. Ouais, ça, c'est les idées de Francesco Bandarin, n'est-ce pas? Donc, un plan de gestion. Mais tous ceux qui ont été inscrits avant 2008 doivent faire un plan de gestion aussi. Donc, nous, on a fait le plan de gestion à Arles. Et la question parallèle au plan de gestion, c'est de dire redéfinissez plus clairement votre site, hein, puisque Arles a été inscrite les monuments romains et romans d'Arles, c'est-à-dire les monuments romains, c'est les 8 monuments qu'on a en foncé.
D'accord ? Et quand on a revu les choses avec le ministère de la Culture, c'était non, c'est la ville, la trame urbaine de la ville médiévale, romaine et médiévale, qui donc c'est Arles, avec ses monuments romains et romans, qui a été revu et corrigé donc en 2007-2008 par l'UNESCO. Et en même temps, ils ont demandé qu'il fallait qu'on rajoute au périmètre du site, le périmètre du site, vous l'avez ici, inscrit au patrimoine mondial, une zone tampon. Et la question de la zone tampon, c'est qu'est-ce que... Donc, en gros, la Convention de 72, hein, ici, vous fixez des contraintes qui préservent la valeur universelle. Ici, vous, un petit peu moins contraignant, mais quand même, pour qu'on ne touche pas à la valeur universelle. Et ici, c'est un peu moins gênant. Donc, on s'aperçoit que quand on a défini ces zones tampons avec tous les collègues du ministère de la Culture, que ça a été envoyé au ministère, que le ministère l'a envoyé donc, au Centre du patrimoine mondial, l'expertise d'ICOMOS a posé un énorme problème, puisque la question de la tour ici, dans la trame urbaine d'Arles, en gros, aujourd'hui, elle pose un énorme problème. La zone tampon n'a pas été validée parce que, en gros, on a laissé construire la tour, l'État, sans informer l'UNESCO. Or, tout le dossier qui a été demandé pour ce bâtiment en grande hauteur, donc il y a dans une étude d'impact, c'est un pavé qui fait plusieurs centaines de pages. Donc le maître d'ouvrage Louma a fait l'étude d'impact qui a été validée par le ministère de l'Environnement, la direction régionale, par le ministère de la Culture. Ça a été envoyé au Centre du patrimoine mondial. C'est sûr, ils n'ont jamais répondu. En tout cas, le ministère nous confirme officiellement qu'il a envoyé au Centre du patrimoine mondial. Ils n'ont jamais répondu. Et aujourd'hui, ils disent on n'a pas reçu le dossier, donc vous avez fait une construction qui, en gros, pose un énorme problème dans la trame paysagère d'Arles. Et aujourd'hui, on se demande comment on fait pour gérer votre inscription au patrimoine mondial, zone tampon, voilà. On est sur un stand-by juridique, institutionnel ingérable avec le ministère de la Culture et l'UNESCO. Il y a aussi un autre... peut-être on peut continuer la discussion. Voilà. Mais pour faire les micros, oui, c'est fini. Je me mets avec toi. Oui, bien sûr, vas-y. Donc, mais l'autre problème aujourd'hui n'est même plus celle-là, parce que en quelque sorte, on n'est pas seulement dans un flou par rapport à ce qui est la préservation d'un patrimoine, mais on est quand même dans une urgence climatique telle que le zone tampon et le respect du zone tampon et où il est, où il va être, et où il va aller, pourquoi on sera UNESCO ou pas, est presque c'est un problème, soit, mais je crois que pour les prochaines générations, ça sera même plus un problème, en fait, dans la réalité, parce que c'est aussi... c'est ça les grandes questions. Puis nous, on a maintenant que des questions sur ce qui est préserver la nature, préserver le bâti, qu'est-ce qu'on préserve, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants en héritage. On a donné avant les traces de notre civilisation qui étaient quand même architecturales. Le bâti, c'était les traces de notre civilisation. Et puis maintenant, on change de paradigme. On doit laisser la nature à nos enfants. En fait, c'est des grandes questions maintenant. On n'a pas encore les réponses. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait un grand geste architectural du XXe siècle. Et c'est peut-être un des derniers gestes comme ça, parce que les prochains gestes, on ne pourra pas les faire de la même manière. Parce que normalement, on doit arrêter de bâtir. On doit réutiliser des bâtiments. C'est pour ça que ces conversations que vous avez faites, Michel, sont hyper importantes, parce que les friches industrielles, à part du fait que beaucoup deviennent des lieux culturels, bon, j'espère que je parle d'un projet parce que nous, on est un lieu culturel dans une friche industrielle, mais à fur et à mesure qu'on a compris ce qui se passe, c'est que peut-être il y a d'autres modèles pour les friches industrielles qui sont de redevenir des friches industrielles
ou de redevenir des éco-fabriques ou de devenir des zones de stockage, parce que si on va commencer à parler de réusage, recyclage des matériaux des bâtiments, même réusage, recyclage des sols, des gravats, etc., ben, il faut les stocker quelque part. Donc, on n'a jamais pensé que dans ces nouvelles pratiques au niveau du bâtiment, il faut du stockage, il faut du triage, il faut une différentes sortes de bureaux, d'aménagements, etc. Donc, c'est ça la grande valeur de toutes ces conversations, parce qu'on est quand même à un moment critique pour les friches industrielles. C'est quand même les choses dans des villes qui ont été déjà artificialisées, parce qu'il faut évidemment qu'on arrête d'artificialiser les sols, où on doit révégétaliser les zones artificialisées. C'est un peu comme ça qu'on a essayé de se rattraper en faisant 40 000 mètres carrés qui ont été déjà bâtis et 40 000 mètres carrés de jardin. Ça veut dire, si on devait reconstruire Beaubourg aujourd'hui, on aura peut-être fait Beaubourg et à côté, on aura fait une forêt. En fait, c'est ce type de changement. Donc, dans ces friches industrielles, il y a aussi beaucoup de clés pour d'autres types d'utilisation. Et d'ailleurs, il y a eu un loupé à Arles sur un autre site industriel, la halle Lustucru, Ouais. construite par Gustave Eiffel quand même. Donc, c'est pas de la cochonnerie, n'est-ce pas? À l'exposition coloniale à Marseille, remontée sur Arles. L'objectif, la ville l'a acheté parce qu'il y avait les inondations du Rhône qui a débordé plusieurs fois en 2002-2003. Ça a été la catastrophe sur la Camargue, hein, quand même. Donc, toute la digue qui a été construite dans les années 1850, elle a été entièrement réparée, suivie de près aujourd'hui pour éviter. Voilà. Mais on est sur une zone inondable quand même assez catastrophique. Et la halle Lustucru, elle avait été achetée pour y installer des entreprises des métiers du patrimoine. Voilà. Il y a un groupement à Arles de petites entreprises qui travaillent sur le patrimoine. Or, la catastrophe faite par les élus d'Arles, ça a été vendu à une zone commerciale absolument ignoble. Pour les gens qui connaissent les environs d'Arles et de Marseille, c'est celui qui a construit la zone commerciale de Miramas. Hein. Je ne vous donne pas son nom, mais vous avez qu'à le chercher. Voilà, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les gens, on les sort de la ville pour aller dans ces zones commerciales, hein, alors qu'aujourd'hui, le centre historique est en train de crever parce que les boutiques ferment les unes après les autres. Il y a encore quelques boulangers, mais il y a quasiment plus de bouchers. Enfin, le quotidien des habitants. Donc, on a je dirais, un loupé total. Et il est prévu de l'autre côté du Rhône, on a deux sites industriels. Voilà, les papeteries Étienne et la gare maritime, qui appartenaient aussi à la SNCF. On est vraiment là, tout près du centre-ville, avec la volonté de dire il faut absolument que ce quartier-là, surtout que c'est un peu de l'autre côté du Rhône, soit redynamisé. Là, deux sites industriels, vraiment, qui sont à l'abandon total, mais on ne sait pas et on va faire un peu tout et n'importe quoi. Ouais, c'est. Alors, on fait des questions. Je ne vais pas tout de suite. Ouais. Donc, d'abord, je vous remercie pour ce brillant exposé en duo qui a tant associé le patrimoine industriel que le développement soutenable, que le développement innovatif au travers de l'Aluma avec une vue sur le 21e siècle et aussi au travers de l'art. Je dirais accessoirement, mais le mot n'est pas tout à fait adéquat. Vous avez vu Van Gogh et sa représentation de patrimoine dans l'art et surtout les rencontres photographiques qui existent depuis 50 ans à Arles. Et donc, je vous invite vraiment à faire un petit saut par là parce que en termes de relations patrimoine industriel et avec la Luma, vue du patrimoine futur, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes qui se passent. Alors, avant de passer aux questions-réponses, pour donner un